1981. Le village de Ruisseau-Brumeux, à 450 km de la ville. Ici, pas d'asphalte, seulement des directions et les lois de l'agent de secteur Morozov. Il était le tsar, il prenait ce qu'il voulait. Le matin ne commença pas avec les coqs, mais avec le cri de tante Klava. Elle ouvrit l'ambulatoire et se figea. Igor Viktorovitch Morozov, agent de secteur, maître du village. Maintenant, juste de la viande. Sur la poitrine, une trace brûlée, une paume de femme, jusqu'à l'os. Avant de continuer, abonnez-vous et écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Exactement un mois avant que son corps ne soit découvert mort, avec l'empreinte d'une paume de femme sur la poitrine. Octobre 1981. Le vieux bus, peint en vert sale, entra dans Ruisseau-Brumeux à midi. Le moteur toussait, les pneus patinaient dans l'argile détrempée. Dans le salon, ça sentait les vêtements mouillés, l'essence et le parfum bon marché Moscou rouge. Dasha était assise près de la fenêtre, serrant contre ses genoux un sac avec des instruments médicaux. Ses lunettes s'étaient embuées. Elle les essuya avec la manche de son imperméable et regarda la rue. Quelques isbas penchés, le bureau avec l'enseigne écaillée, Kolkhoze Lénine, l'ambulatoire, un bâtiment bas à la peinture blanche écaillée. Tout était gris, mouillé, désert. Le bus s'arrêta devant le perron du bureau. Les portes sifflèrent et s'ouvrirent. Les étudiants en médecine, 6 personnes, 3 garçons et 3 filles, commencèrent à descendre. Bruyamment, avec des plaisanteries, soulagés d'être enfin arrivés. Sur le perron se tenait un homme d'environ 40 ans, grand, large d'épaules, en casquette réglementaire et tunique de milicien. Épaulettes de lieutenant-major. Visage rouge, comme s'il sortait du bain. Yeux petits, perçants. Sourire large, mais pas bienveillant. « Camarade médecin !» gronda-t-il en descendant 2 marches. « Bienvenue à Ruisseau-Brumeux. Agent de secteur Morozov, Igor Viktorovitch. » Tous se figèrent. Il parcourut le groupe du regard, s'attarda sur Datcha. Elle sentit un frisson parcourir son dos. Pas encore de la peur, juste la sensation qu'on avait déjà déshabillée du regard. « Qui est votre responsable ?» demanda-t-il sans quitter Datcha des yeux. « Moi » leva la main une petite fille aux cheveux courts. « Elena Sergeyevna. »« Très heureux, Elena Sergeyevna, » acquiesça Morozov. « Et maintenant, présentez-vous tous à tour de rôle, pour que je sache avec qui je vais travailler. » Les garçons se nommèrent rapidement. Sacha, Volodia, Kolya. Les filles aussi. Lena, Sveta, Natacha. Quand vint le tour de Datcha, elle se leva, ajusta son imperméable et dit « Daria Mikhailovna Sokolova, assistante médicale. » « Daria Mikhailovna » répéta Morozov lentement, comme s'il goûtait le nom. « Joli nom, et vous avez un visage de citadine. Vous n'avez pas peur chez nous, dans cette brousse ?»« Je suis venu travailler, » répondit Dasha d'un ton égal. « Il n'y a rien à craindre. » Il sourit plus largement. « C'est juste. Travailler, c'est bien. Chez nous, il y a beaucoup de travail. L'ambulatoire, les visites à domicile, accoucher, arracher des dents. Vous savez tout faire ? » « J'ai étudié. »« Bien, approuva-t-il. Alors commençons par vous installer. Les filles à la maison de la culture, il y a 2 chambres libres. Les garçons au dortoir de la Syrie. Et toi, Daria Mikhailovna, tu viens avec moi. Je vais te montrer l'ambulatoire et ton poste de travail. » Dasha se figea. « Je peux aller avec les filles ?»« Non, l'interrompit-il doucement mais fermement. Tu es assistante médicale, tu dois être près de l'ambulatoire. Il y a une chambre attenante au cabinet, petite mais chaude. Ce sera plus pratique pour toi. » Elena Sergeyevna ouvrit la bouche pour protester, mais Morozov se tourna vers elle avec un sourire. « Elena Sergeyevna, vous êtes la responsable du groupe. Vous comprenez qu'une assistante médicale doit être sur place 24 heures sur 24 ? Les appels de nuit arrivent. Accouchement, empoisonnement, n'est-ce pas ? » « Oui, » répondit Elena avec hésitation. « Voilà, parfait. » Morozov frappa dans ses mains. « On se disperse. Les garçons, suivez-moi. Je vais vous montrer le dortoir. Les filles, Elena Sergeyevna va vous installer. Et toi, Daria Mikhailovna, viens, je vais te présenter ton cabinet. » Dasha regarda ses amis. Sveta détourna les yeux. Natacha se mordit la lèvre. Elena hocha brièvement la tête. « Va, on parlera après. »
Morozov partit devant. Dasha le suivit. Ils passèrent devant le bureau, tournèrent au coin. L'ambulatoire se trouvait un peu à l'écart. Bâtiment d'un étage, blanchi à la chaux, avec une enseigne écaillée, poste médical d'obstétrique. À côté, une petite maison avec une véranda. « Voilà ton royaume », dit Morozov en ouvrant la porte de l'ambulatoire. Salle de consultation, salle de soins, pharmacie, tout y est. Et voilà ta chambre. Il poussa une deuxième porte. Petite pièce, lit, table, chaise, armoire. Au mur, un portrait de Brejnev et un calendrier avec des vues de Sotchi. Installe-toi, apporte tes affaires, puis viens au cabinet, je te ferai signer la feuille de route et t'expliquerai comment travailler. Dasha entra. Morozov resta dans l'embrasure, remplissant tout l'espace de sa présence. Des questions ? Quand est-ce que je commence à recevoir les patients ? Demanda-t-elle sans le regarder. Demain à 8 heures, mais ce soir, viens me voir au bureau, on prendra le thé, on parlera de la vie, pour que tu comprennes comment tout fonctionne ici. Dasha se retourna. Je suis fatigué du voyage, je veux me reposer. Morozov sourit lentement, presque tendrement. Tu te reposeras, mais ce soir tu viens. Ce n'est pas une demande, Daria Mikhailovna, c'est une invitation de l'autorité. Il fit un clin d'œil, se retourna et partit. La porte resta ouverte. Dasha se tenait au milieu de la pièce, serrant la poignée de son sac si fort que ses doigts blanchirent. Elle regarda le portrait de Brejnev. Celui-ci regardait au loin, calme, bienveillant, ne se doutant de rien. Elle ferma la porte, tourna la clé, s'assit sur le lit et pour la première fois de la journée sentit quelque chose se briser à l'intérieur. Pas encore de la peur, juste la compréhension qu'ici elle était seule, et que les règles ne lui seraient pas expliquées par des mots, mais par des actes. Le matin du jour suivant commença par un froid qui transperçait l'imperméable léger. Dasha se réveilla à 5h moins 5. Le réveil ne fut pas nécessaire. Elle resta allongée, fixant le plafond où une toile d'araignée dans le coin se balançait légèrement à cause du courant d'air. La journée d'hier semblait un rêve, mais le bleu sur sa pommette, à peine visible sous la couche de fond de teint, rappelait que c'était la réalité. Elle se leva, se lava à l'eau glacée d'une bassine émaillée, enfila une blouse blanche qui sentait la poussière et le vieux savon. Dans le miroir au-dessus du lavabo, se refléta un visage qu'elle reconnaissait à peine. Yeux légèrement rouges, lèvres serrées en une ligne fine. Elle passa le doigt sur sa pommette. La douleur était sourde mais supportable. Elle appliqua encore un peu de crème, sourit à son reflet. Le sourire était de travers. Il va falloir apprendre à mieux sourire. L'ambulatoire l'accueillit avec une odeur d'iode et de phénol. Dans la salle d'attente était déjà assise tante Clava, une femme d'environ 50 ans, aux cheveux courts et aux mains qui semblaient pouvoir casser une planche à main nue. « Bonjour Daria Mikhailovna » dit-elle sans lever les yeux du registre. « Tu veux du café ?»« Bonjour. »« Non merci, répondit Dasha. Où est le registre des visites ?» Tante Clava désigna la table d'un signe de tête. « Là, pour l'instant vide. Premier patient à 9h. Grand-mère Matriona, tension. Ensuite, on verra qui viendra. » Dasha s'assit, ouvrit le registre. Son écriture était soignée, presque scolaire. Elle nota la date, l'heure, prépara le tensiomètre, le stéthoscope, les formulaires. Ses mains ne tremblaient presque pas. À 8h30, la porte du cabinet s'ouvrit. Morozov entra sans casquette, tunique déboutonnée au premier bouton. Dans les mains, un paquet de Bélomor. « Bonjour Daria Mikhailovna, dit-il calmement, comme si hier rien ne s'était passé. Bien dormi ?» Dasha leva les yeux, sourit comme elle s'était entraînée devant le miroir. « Bonjour Igor Viktorovitch, bien merci. » Il fit un signe de tête à tante Clava. « Klavdia Ivanovna, sortez une minute, j'ai besoin de parler à la nouvelle employée. » Tante Clava regarda Dasha brièvement, sans émotion, puis se leva et sortit, refermant la porte derrière elle. Morozov s'approcha de la table, s'assit sur le bord, alluma une cigarette. La fumée monta vers le plafond. « Voilà comment ça va se passer », commença-t-il en regardant non pas elle, mais quelque part sur le côté. « Hier, je me suis un peu emporté, ça arrive. Mais tu es une fille intelligente, tu comprends où tu es arrivée. Ici, ce n'est pas Moscou. Ici, il y a nos propres règles. Et la règle la plus importante, c'est d'obéir à ceux qui sont responsables de l'ordre. » Dasha se taisait. Ses doigts sous la table serraient le bord de la blouse.
Je ne te ferai pas de mal si tu ne fais pas de bêtises, continua-t-il. Tu travailleras, tu souriras, tu feras ce que je dis et tout ira bien. Tu as ton stage, ta caractérisation, ton affectation, tout est entre mes mains. Compris ? Compris, dit doucement Dasha. Il tira une bouffée, expira la fumée par le nez. Et maintenant, lève-toi, montre-moi comment tu sais sourire. Dasha se leva, sourit régulièrement, sans tremblement des lèvres. Morozov la regarda attentivement, puis se leva, s'approcha tout près. Dasha ne recula pas. « Bien, dit-il. Et maintenant, enlève ta blouse. » Elle se figea. « Quoi ? Enlève ta blouse, répéta-t-il calmement. Je veux voir ce qu'il y a dessous. Hier il faisait sombre, je n'ai pas bien vu. Dasha déglutit. Igor Viktorovitch, je suis au travail. Tante Clava peut entrer. Tante Clava n'entrera pas tant que je ne le dirai pas, répondit-il. Allez, pas de bêtises, enlève. Dasha regarda la porte, puis lui. À l'intérieur, tout se contracta, mais elle déboutonna lentement les boutons de sa blouse. Le tissu blanc tomba par terre. Dessous, une jupe simple et un chemisier. Morozov fit un pas plus près, la prit par le menton, tourna son visage vers la lumière. Le bleu est presque invisible, bien maquillée, intelligente. Il lâcha le menton, passa le doigt sur son cou jusqu'à la clavicule. « Tu es belle, dit-il doucement. Ne gâche pas ta vie. Fais ce que je dis et tu vivras tranquillement. Compris ?» Dasha hocha la tête. « Oui. » Il sourit. « Voilà qui est bien. » Et maintenant, il désigna la table d'examen d'un signe de tête. « Allonge-toi. On va vérifier comment tu obéis. » Dasha fit un pas en arrière. « Non. » Le sourire de Morozov disparut. « Quoi ? » « Non, je ne veux pas, dit-elle. Sa voix trembla, mais ne se brisa pas. « Vous m'avez déjà prise une fois. Je ne veux pas. » Il la regarda une seconde, puis se balança et frappa, de la paume ouverte sur la même joue. Le bruit fut sec, comme un coup de feu. Dasha fut projetée contre la table, s'accrocha au bord pour ne pas tomber. « Qu'est-ce que tu te permets ?» demanda-t-il doucement. « Tu crois que c'est toi qui commandes ici ? Tu crois que tu peux ? Je ne veux pas. » Dasha pressa sa main contre sa joue. Les larmes montèrent, mais elle ne les laissa pas couler. « Je ne veux pas, » répéta-t-elle dans un murmure. Morozov fit un pas vers elle, l'attrapa par les cheveux, tira sa tête en arrière. « Mais moi, je veux, » dit-il. « Et ici, c'est moi qui décide qui veut quoi. » Il la poussa sur la table d'examen. Dasha tomba sur le dos, le souffle coupé par le choc. Il s'affala sur elle, plaqua ses bras contre ses flancs. Elle se débattit, essaya de frapper du genou. Il intercepta sa jambe, serra si fort qu'elle cria. « Ne bouge pas, siffla-t-il, ça ne fera qu'empirer. » Dasha ferma les yeux. Les larmes coulèrent quand même, chaudes, rageuses. Elle ne cria pas, ne supplia pas, attendit juste que ça se termine. Il finit rapidement, se leva, reboutonna son pantalon, alluma une nouvelle cigarette. « Lève-toi, » dit-il calmement. « Remets-toi en ordre. Dans 10 minutes, tu commences les consultations. » Dasha se redressa lentement, les jambes tremblantes. Elle remonta sa jupe, boutonna son chemisier. Les larmes avaient séché. Il ne restait que le vide. Morozov s'approcha de la porte, l'ouvrit. « Et encore une chose, » dit-il sans se retourner. « Si tu racontes ça à qui que ce soit, si tu dis ne serait-ce qu'un mot, je te détruis. Pas juste te faire enfermer, te détruire. Compris ? » « Compris, » répondit-elle d'une voix vide. Il sortit. La porte resta ouverte. Dasha se leva, s'approcha du lavabo, se lava à l'eau froide, se regarda dans le miroir. Le bleu était devenu plus vif. Elle prit le fond de teint, appliqua une autre couche, sourit, cette fois presque naturellement. Puis elle sortit dans la salle d'attente. Tante Clava était assise à la table, triant des fiches, leva les yeux. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Dasha hocha la tête. « Tout va bien. » Tante Clava la regarda longuement, puis détourna les yeux. « Premier patient dans 5 minutes, dit-elle. Grand-mère Matriona, tension. » Dasha prit le registre, prit le stylo. « Je note. »
La porte claqua. Matryona entra. Vieille femme en foulard avec une canne sur laquelle elle s'appuyait plus qu'elle ne marchait. « Bonjour, Dariushka », dit-elle en s'asseyant lourdement sur la chaise. « Encore la tension qui saute, comme un tracteur sans frein. » Dasha sourit régulièrement, professionnellement. « On va mesurer maintenant. Retroussez votre manche. » Elle mit le brassard, pompa la poire. L'aiguille grimpa. Matryona regardait Dasha en plissant les yeux. « Ton visage, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es tombé du perron ?» Dasha ne broncha pas. « Oui, j'ai glissé hier. La marche était mouillée. »« La marche, donc. Ça arrive. » Dasha releva les chiffres. « 160 sur 100. Vous allez prendre les comprimés ?»« Je vais prendre, » soupira la vieille. « Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?» Elle se leva, s'appuya sur sa canne. Déjà à la porte, elle se retourna. « Fais attention sur ces marches, sinon tu vas encore tomber, ce sera pire. » Dasha hocha la tête. « Merci, Matryona Ivanovna. Prenez soin de vous. » La porte se referma. Tante Clava se taisait, rangeait les fiches, puis soudain dit sans lever les yeux. « Tombez donc. » Dasha la regarda. « Oui, tombez. » Klavdia Ivanovna reposa une fiche. « Ça arrive. » Elle ne dit rien de plus. Mais quand, une demi-heure plus tard, arriva le grand-père Pokom avec sa toux, tante Clava sortit dans le couloir et ne revint qu'au bout de 5 minutes. Dasha le remarqua. Elle la regarda comme si elle voulait dire quelque chose, mais se ravisa. La journée s'étirait lentement. Les patients se succédaient. Tension, toux, douleur au dos, quelque chose au ventre. Dasha mesurait, écoutait, rédigeait des ordonnances, distribuait des comprimés de la pharmacie, souriait, disait « Merci, au revoir, rétablissez-vous ». Sa voix ne tremblait pas. Ses mains ne tremblaient pas. Seulement à l'intérieur, tout était comme une corde tendue. À la pause déjeuner, Morozov entra de nouveau sans frapper. Dans les mains, un paquet en papier. « Je t'ai apporté à manger », dit-il en posant le paquet sur la table. « Des pirotchki à la viande. Mange, tu es toute maigre. » Dasha regarda le paquet. « Merci. » Il s'assit en face, alluma une cigarette. « Comment s'est passée ta première journée ?»« Normalement, » répondit-elle. « Les patients viennent. »« Bien, » approuva-t-il. « Donc tu t'habitues. » Dasha déplia le paquet. Le pirotchki était chaud. Elle en mordit un morceau, mâcha, avala. « C'est bon, » dit-elle. Morozov sourit. « Je te l'avais dit, chez nous tout est fait maison, tout est authentique. » Il finit sa cigarette, se leva. « Ce soir, je passerai vérifier comment tu t'es installé. » Dasha hocha la tête. « D'accord. » Il partit. La porte se referma. Tante Clava entra presque aussitôt. « Il t'a apporté des pirotchki ?»« Oui, » répondit Dasha. Klavdia Ivanovna regarda le paquet. « Mange, tu vas avoir besoin de force. » Dasha mordit encore un morceau, mâcha. « Klavdia Ivanovna, » dit-elle doucement. « Vous travaillez ici depuis longtemps ?»« 42 ans, » répondit celle-ci aussitôt. « Depuis après la guerre. »« Et comment on vit ici ?» Tante Clava resta silencieuse un moment. « On s'habitue. Au début, c'est dur. Puis, c'est comme si on ne pouvait plus faire autrement. » Dasha la regarda. « Et si on ne peut pas s'habituer ?» Klavdia Ivanovna détourna les yeux. « Alors soit tu te brises, soit tu apprends à attendre. » Dasha reposa le pirotchki. « Je ne veux pas me briser. » Tante Clava la regarda longuement. « Alors attends, » dit-elle. « Mais pas seule. » Elle sortit. Après le déjeuner arriva le grand-père Pokom, toussant, crachant dans son mouchoir. « Dariushka, » croassa-t-il en s'asseyant. « Tiens bon ici, on voit tout. » Dasha leva les yeux. « Vous voyez quoi ?» Le grand-père Pokom toussa. « On voit tout, et on se tait pour l'instant. » Il se leva, posa 3 œufs sur la table. « C'est pour toi, de mes poules. Mange !» Dasha prit les œufs. « Merci, grand-père Pokom. » Il hocha la tête et partit. Le soir, quand le dernier patient sortit, Dasha ferma le registre.
Tante Clava rangeait les instruments. « Tu rentres chez toi » demanda Dasha. « Chez moi » répondit Klavdia Ivanovna. « Et toi ?»« Je vais encore rester, finir le registre. » Tante Clava la regarda. « Ne reste pas jusqu'à tard, il va venir. » Dasha hocha la tête. « Je sais. » Klavdia Ivanovna s'attarda dans l'embrasure. « Si quelque chose arrive, crie, je ne suis pas loin. » Dasha sourit. Pour la première fois sincèrement de toute la journée. « Merci. » Tante Clava partit. Dasha resta seule. Elle ouvrit le tiroir de la table, sortit un cahier vierge, celui qu'elle avait apporté de la ville pour prendre des notes, ouvrit la première page, écrivit un seul mot, Morozov. En dessous, la date et l'heure, puis referma le cahier, le cacha sous une pile de formulaires. Elle savait qu'il ne restait plus longtemps à attendre. Et quand le moment viendrait, elle ne se cacherait pas, elle compterait. Un mois passa. Dasha s'habitua au rythme. Matin, consultation. Jour, visite à domicile. Soir, silence dans la chambre derrière l'ambulatoire. Elle souriait aux patients, mesurait la tension, faisait des piqûres, distribuait des comprimés, disait « Merci, rétablissez-vous ». Voix égale, main égale. Seulement la nuit, quand Morozov venait, elle faisait en silence ce qu'il exigeait, puis restait assise dans le noir et comptait. Combien encore ? Les femmes du village commencèrent à remarquer. D'abord des regards échangés dans la file d'attente, puis de courtes phrases à mi-voix. Tante Clava fut la première à s'approcher. À la pause déjeuner, quand il n'y avait personne dans la salle d'attente, elle ferma la porte et s'assit en face de Dasha. « Tu tiens bon », dit-elle doucement. Dasha la regarda, ne répondit pas. « Je sais ce qu'il te fait », continua Klavdia Ivanovna. « J'ai vu comment tu marches, comment tu souris. » Dasha serra le stylo. « Et alors ?»« Rien, » répondit tante Clava. « Je me souviens juste comment ma Natashka souriait aussi. Et puis elle s'est pendue dans la grange, avec une corde de tracteur. » Dasha se figea. « Quand est-ce arrivé ?»« Il y a 3 ans. Elle avait 20 ans. Il est venu vérifier comment vivait la famille de l'agent de secteur. Natashka était seule à la maison. Son mari était à l'armée et moi en service. Quand je suis rentré, elle était dans le nœud coulant. Elle n'a pas laissé de mots, juste le cou brisé. » Dasha détourna les yeux. « Pourquoi personne n'a rien fait ?» Tante Clava eut un rire amer. « Et quoi faire ? Il est le pouvoir. Nous sommes la poussière. On a dit, la fille n'a pas supporté nerveusement, et c'est tout. » Elle se leva. « Si tu veux parler, viens ce soir chez moi. Je ne dors pas avant tard. » Dasha hocha la tête. Le soir, elle y alla. La porte de tante Clava était entr'ouverte. À l'intérieur, une lampe à pétrole, une odeur de pommes de terre bouillies. 3 femmes à table. Zina, Niura et Baba Valia. « Entre, dit Klavdia Ivanovna. » Dasha entra. On ferma la porte. Les femmes la regardèrent. Pas avec pitié, avec attente. « Assieds-toi, dit Zina. On va parler. » Dasha s'assit. « Je sais ce qu'il te fait, commença Zina. Moi aussi j'avais une fille, il y a 2 ans. Il est venu vérifier. Après, elle est partie en ville, elle n'est pas revenue. Elle écrit qu'elle travaille dans un hôpital, mais je sais qu'elle s'est juste enfuie. » Niura ajouta. « Moi, j'avais un fils, il avait 16 ans. Morozov l'a envoyé à l'armée parce qu'il lui avait dit en face « Ne touche pas aux filles ». Il est revenu dans un cercueil. Ils ont dit accident pendant les manœuvres. Baba Valia se taisait, puis dit doucement. « Mon aîné, il lui a dit l'année dernière « On va vérifier comment tu es comme infirmière ». Après, elle est restée muette 3 mois, puis elle est partie. Elle n'écrit pas. Je ne sais pas si elle est vivante. » Dasha écoutait. Ses mains serraient le bord de la table. « Et alors ?» demanda-t-elle. Tante Clava la regarda. « Alors, on en a assez de se taire. » Zina ajouta. « Ils pensent qu'on est du bétail, qu'on va supporter, mais on n'est pas du bétail. » Dasha leva les yeux. « Et que voulez-vous » Niura répondit.
Qu'il ne touche plus personne. Baba Valia parla enfin. On a décidé. La nuit, dans l'étable, il y a le taureau Grom, vieux, méchant. Si on l'y amène, il finira le travail lui-même. Dasha se tut, puis demanda. Et si on découvre ? Tante Clava répondit. On ne découvrira pas. On dira toute la même chose. Ivre, il est tombé dans l'enclos. Le taureau l'a piétiné. Zina ajouta. Et si l'une de nous parle, on la maudira jusqu'à la 7e génération. Dasha les regarda. Je suis avec vous. Les femmes échangèrent des regards. Tu es sûr ? Demanda Klavdia Ivanovna. Sûr, répondit Dasha. Il m'a dit supporte. J'ai supporté. Maintenant c'est son tour. Elles se turent. Puis tante Clava se leva. Alors demain après l'extinction des feux, on se retrouve chez moi, on va à l'étable, c'est tout. Dasha hocha la tête. Elle sortit la première. La nuit était froide. Le vent chassait les feuilles sèches dans la rue. Elle rentra chez elle sans se retourner. Dans sa poitrine, pas de peur. Une décision. Dasha était assise à la table dans la salle de soins et rédigeait le rapport de la visite d'hier. Un garçon s'était luxé la jambe en tombant du perron. Le stylo bougeait régulièrement, les lettres s'alignaient soigneusement. Elle avait déjà appris à tenir sa main ferme, même quand tout tremblait à l'intérieur. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Tante Clava entra. Dans les mains, une tasse en fer blanc vide. Elle ferma la porte, tourna la clé. « Tu veux du thé ?» demanda-t-elle. Dasha leva les yeux. « Non, merci. » Klavdia Ivanovna posa la tasse sur la table, s'assit en face. « Alors écoute, » dit-elle doucement. « On a parlé hier, on a pris une décision. Demain soir. » Dasha reposa le stylo. « Quoi exactement ?»« L'étable. Grom y est. Vieux taureau méchant. On l'y amènera, on l'attachera, on le laissera. Le matin on dira « Ivre, il s'est approché, le taureau l'a piétiné. » Dasha se tut, puis demanda « Et si l'enquête ne croit pas ?»« Elle croira, » répondit Clava. « On dira toute la même chose. Il s'est saoulé tout seul. Il est allé voir le taureau tout seul. Il est tombé tout seul. Accident. » Chez nous, dans le district, ce genre d'accident arrive chaque année. Personne ne creusera. Dasha la regarda. « Vous êtes sûr ?»« Sûr, » dit Klavdia Ivanovna. « Ce n'est pas la première fois qu'on se tait. Mais maintenant, ça suffit. » Elle se leva. « Tu n'es pas obligé. Tu peux rester à l'écart. Mais si tu décides, viens demain à minuit chez moi. La porte de derrière sera ouverte. » Dasha hocha la tête. « Je vais réfléchir. » Tante Clava sortit. La porte resta entr'ouverte. Toute la journée, Dasha travailla en silence, reçut les patients, mesura la tension, fit des piqûres, sourit. Quand Zina vint chercher des comprimés pour la tête, elle s'attarda près de la table. « Tu as entendu ?» demanda-t-elle doucement. Dasha la regarda. « J'ai entendu. » Zina serra les lèvres. « Si quelque chose arrive, crie, on entendra. » Dasha hocha la tête. Le soir, quand l'ambulatoire ferma, elle resta seule. Assise dans le noir, regardant le cahier. Il y avait déjà 10 pages. Date, heure, qui était venu, ce qu'il avait dit, comment il avait regardé. Elle relut la dernière note. 19h40, Morozov, 12 minutes, il est parti en silence. Elle ferma le cahier, le cacha sous une pile de formulaires. À minuit, elle sortit par la porte de derrière. La nuit était froide, mais sans vent. Dasha passa derrière les maisons le long des clôtures, pour que personne ne la voie. La porte de l'isba de tante Clava était entr'ouverte. À l'intérieur, une lampe brûlait. Autour de la table étaient assises 4 femmes, Clava, Zina, Niura et Baba Valia. Sur la table, une bobine de corde, de vieilles pinces de forgeron, une hachette, un couteau à poisson. « Entre !» dit Clava. Dasha entra, on ferma la porte. « Tu as décidé ?» demanda Zina. « J'ai décidé » répondit Dasha. Niura lui poussa un tabouret. « Assieds-toi, nous allons parler. » Dasha s'assit. Klavdia Ivanovna commença la première.
Nous connaissons son emploi du temps. Le matin à l'administration, à 10 heures, tourner dans le secteur, à midi, déjeuner à la cantine. Le soir à l'ambulatoire chez toi, à 9 heures, à la maison. À 11 heures, il dort déjà. Zina ajouta : « J'ai pris des cordes solides de tracteur. Nous chaufferons les pinces de la forge sur un feu. » Baba Valia dit : « Le taureau gromme est méchant. Si on l'énerve, il piétine. Nous l'y conduirons. Nous attacherons Morozov au poteau, nous le laisserons. Au matin, nous le trouverons. Nous dirons qu'il était ivre et qu'il s'est approché du taureau. » Dacha demanda : « Et si quelqu'un nous voit ?» Niura répondit : « Personne ne verra. Nous y allons la nuit, tout le monde dort, et ceux qui ne dorment pas sont avec nous. » Klavdia Ivanovna regarda Dacha. « Tu peux rester, nous comprendrons. » Dacha secoua la tête. « Non, j'irai. » Zina hocha la tête. « Alors demain, à minuit, ici, nous irons ensemble. » Dacha se leva. « Je serai là. » Elle sortit la première, retourna derrière les maisons. Dans sa poitrine, pas de peur, une décision. Ferme comme un os. Le matin, elle souriait de nouveau aux patients, prenait la tension, faisait des piqûres. À midi, Morozov passa, apporta des pirochki. « Mange, dit-il, tu as besoin de force. » Dacha prit un pirochki, mordit dedans. « Merci. » Il la regarda attentivement. « Tu es différente aujourd'hui. » Dacha sourit. « J'ai juste bien dormi. » Morozov grogna. « Bien, je passerai ce soir. »« J'attends, » répondit-elle. Il partit. Tante Clava passa 1 minute plus tard. « Tout va bien ?»« Tout va bien, » répondit Dacha. Klavdia Ivanovna la regarda longuement. « Ce soir, cette nuit. » Dacha hocha la tête. « Cette nuit. » Toute la journée, elle travailla, reçut, nota, sourit. Le soir, elle ferma l'ambulatoire, rentra chez elle, s'assit sur le lit, ouvrit le cahier, écrivit la dernière ligne. 20 heures. Morozov a apporté des pirochki, a dit qu'il passerait ce soir. Elle ferma le cahier. À minuit, elle sortit par la porte de derrière, passa derrière les maisons. La porte de tante Clava était ouverte. À l'intérieur, les mêmes 4 femmes. Sur la table, des cordes, des pinces, une hachette, un couteau. « Prête ?» demanda Clava. « Prête », répondit Dacha. Elles sortirent. 5 ombres glissèrent dans la rue. Personne ne vit, personne n'entendit. Elles allaient vers les tables. Igor Viktorovitch se réveilla à 7h07. La tête bourdonnait. Dans sa bouche restait le goût de l'eau-de-vie de la veille. Il se leva du lit, se frotta les tempes, cracha par terre. La soirée d'hier s'était passée comme d'habitude. Une bouteille, des cigarettes, des pensées sur Dacha. Elle ne résistait déjà plus, restait simplement allongée et attendait qu'il finisse. Cela lui plaisait plus que les cris. Il se leva, enfila son pantalon, mit sa veste, laissa le pistolet dans le tiroir. Aujourd'hui, pas de service, juste une inspection. Dacha devait avoir déjà ouvert l'ambulatoire. Il voulait passer, la regarder dans les yeux, lui rappeler qui commandait ici. Dans la rue, c'était vide. Ni les chiens n'aboyaient, ni les coqs ne chantaient. Seul le vent chassait les feuilles sèches sur la route. Igor Viktorovitch se dirigea vers l'ambulatoire de sa démarche lourde habituelle. Les bottes faisaient un bruit de succion dans la boue. Devant le perron, il s'arrêta. La porte était ouverte. À l'intérieur, le silence. Il poussa la porte de l'épaule. « Daria !» cria-t-il. « Où es-tu » Personne ne répondit. Il fit un pas à l'intérieur. La salle d'attente était vide. Le registre était ouvert sur la table. La dernière note datait d'hier, 19h40. Après, rien. « Hé !» rugit-il plus fort. « Sors, ne te cache pas !» Un pas derrière lui. Il se retourna. Dans l'embrasure se tenaient des femmes. 5. Tante Clava devant. Derrière elle, Zina, Niura, Baba Valia et encore une autre qu'il connaissait mal. Tante Mania de la ferme. Dans leurs mains, des fourches, une hache, une corde, un couteau. « Prête ?» demanda Clava. « Prête !» répondit Dacha. «
C'est quoi ce cirque » demanda-t-il. « Bonne femme, vous êtes devenue folle ?» Tante Clava fit un pas en avant. « Pas un cirque, Igor Viktorovitch, un tribunal !» Il éclata de rire. « Quel tribunal encore? Qui êtes-vous? Je vous enverrai tout au district pour rébellion, pour agression contre un représentant de l'autorité. 10 ans chacune. » Zina leva les fourches. « Tais-toi. » Morozov cessa de rire. Les regarda l'une après l'autre. « Vous êtes sérieuse ?» Personne ne répondit. Il glissa la main derrière sa ceinture, là où pendait habituellement le pistolet. Ses doigts saisirent le vide. « Où est mon arme ?» demanda-t-il doucement. Tante Clava montra la table. Le pistolet était là, déchargé, la culasse ouverte. « Nous ne sommes pas idiotes, dit-elle. Morozov recula d'un pas. « Vous comprenez au moins ce qui va se passer ? On va me chercher. Le district viendra. Vous toutes. » Niura l'interrompit. « Personne ne viendra. Tu le disais toi-même. Je suis la loi ici. Voilà tout. » Il se précipita vers la porte. Baba Valia se mit en travers, leva la hache. « Où vas-tu » Morozov se figea. « Bonne femme, commença-t-il d'une autre voix. Parlons. Je ne suis pas une bête, je peux... » Tante Clava fit signe à Zina. Zina fit un pas en avant, le frappa avec le manche des fourches dans le ventre. Il se plia, râla. Niura par derrière lui passa la corde autour du cou, serra. Il se débattit, agrippa sa gorge. Baba Valia frappa avec la hache sur le genou. Pas un coup tranchant, mais à plat, pour casser. Craquement d'os. Morozov tomba par terre, hurla. « Debout !» dit Clava. On le releva par les bras. Il râlait, jurait, crachait. « Vous êtes des ordures, je vais vous toutes !» Zina le gifla. « Tais-toi !» Elles le firent sortir par la porte de derrière. Derrière l'ambulatoire se dressait un vieux pin, celui-là même où il aimait fumer et regarder les infirmières. Au tronc était déjà attachée une deuxième corde. Morozov gémissait. « Non, non, bonne femme, ne faites pas ça, je rendrai tout, l'argent, la vodka, laissez-moi partir. » Tante Clava s'approcha tout près. « Tu nous as laissé partir quand Natashka pendait au bout d'une corde ? Tu l'as laissé partir ?» Il se tut, respirait seulement lourdement. Elles le plaquèrent contre le tronc, dos contre l'arbre, ramenèrent les bras derrière, attachèrent les jambes aussi. Il se débattait, les cordes s'enfonçaient dans la peau. « S'il vous plaît, » murmura-t-il. « Je ne voulais pas, Zina lui retira sa veste, puis sa chemise, puis son pantalon. Il resta nu, tremblant de froid. « Tu as froid ?» demanda Niura. « Et Matania, elle avait froid quand tu l'as prise dans la grange ?» Morozov secouait la tête. « Je ne recommencerai plus, je le jure. » Tante Clava regarda les autres. « Prête ?» Toutes hochèrent la tête. Elle sortit de sa poche un briquet et un chiffon imbibé d'essence, l'alluma. La flamme jaillit. « Attendez !» dit Dasha. Elle sortit de l'ombre. Toutes se tournèrent. Dasha s'approcha de Morozov. Il la regarda. Dans ses yeux, une supplication. « Daria, ma petite, ne fais pas ça. Pardonne-moi. » Dasha se pencha vers son visage. « Tu disais « supporte ». J'ai supporté. Maintenant, c'est ton tour. » Elle prit la lampe qu'elle avait apportée, ouvrit le verre, approcha la flamme de sa poitrine, là où il s'était pressé contre elle. La peau grésilla, les poils s'enflammèrent. L'odeur de chair brûlée frappa les narines. Morozov hurla, se débattit si fort que les cordes craquèrent. Dasha tenait la lampe fermement. La flamme léchait la peau, laissait une trace noire, l'empreinte d'une paume. Les contours des doigts apparaissaient clairement, comme une marque au fer. Quand le feu s'éteignit, sur la poitrine resta un contour carbonisé, une paume de femme. Dasha recula. Morozov râlait. Des larmes coulaient sur son visage. Les femmes se taisaient. Tante Clava dit « Laissons-le, qu'il réfléchisse tout seul. » Elles se retournèrent et partirent. Morozov resta suspendu au pain, nu, avec une paume brûlée sur la poitrine, avec les genoux brisés, dans le froid de novembre. Au matin, on le trouva mort. Officiellement, il avait gelé, ivre, était tombé, s'était cogné. Personne ne fut surpris. Elles le firent sortir de l'ambulatoire par la porte de derrière. Morozov marchait en silence, ne résistait déjà plus.
respirait seulement lourdement par la bouche. Les mains liées dans le dos, les jambes se dérobaient à cause du coup au genou. Zina et Niura le tenaient sous les coudes pour qu'il ne tombe pas avant l'heure. Le vieux pin se dressait à 10 pas. Au tronc était déjà attachée une deuxième corde, épaisse, de câble de tracteur. Tante Clava fit signe. « Mettez-le ». Elles le plaquèrent poitrine contre l'écorce. Il se débattit, tenta de repousser avec le pied. Baba Valia lui marcha sur le pied, appuya de tout son poids. Craquement. Il hurla brièvement, s'étouffa. « Tenez-le bien », dit Clava. On ramena les bras derrière le tronc, on les enroula de cordes, on écarta les jambes sur les côtés, on les attacha aux branches basses. Il pendait presque crucifié, nu. La peau couverte de chair de poule à cause du froid, la respiration s'échappait en petits nuages. « Bonne femme, râla-t-il. Parlons, j'ai tout compris. Laissez-moi partir, je partirai. Pas un mot à personne. » Personne ne répondit. Tante Clava s'accroupit près du feu que Zina avait déjà allumé dans une vieille bassine en fer. Dans le feu étaient posées les pinces de forgeron, celles-là même qui étaient à la forge depuis la guerre. Elle attendit que le métal rougisse. « Tu nous as pincé toute notre vie, dit-elle sans le regarder. Maintenant, nous allons te pincer. » Morozov secoua la tête. « Ne faites pas ça, s'il vous plaît, je suis un être humain. » Clava prit les pinces. Le métal brillait d'un rouge cerise. Elle s'approcha. « Le premier doigt, » annonça-t-elle, comme si elle lisait un verdict. Elle prit son pied droit, le gros orteil, le serra avec les mâchoires brûlantes, tourna lentement. Craquement. Hurlement. Morozov se débattit de tout son corps. Les cordes s'enfoncèrent dans la peau. Le sang gicla sur l'écorce. « Le suivant, » dit Clava. Le deuxième orteil. Le même son, le même cri. Il ne suppliait déjà plus, hurlait simplement, comme un animal. Zina fit un pas en avant, leva le manche d'une pelle. « Ça, c'est pour ma Tania, » dit-elle, et le frappa aux côtes. Craquement. Morozov s'étouffa, cracha du sang. Niura prit le couteau à poisson. « Et ça, c'est pour ma sœur. » Elle entailla la cuisse. Pas profondément, mais assez pour que le sang coule en filets. Baba Valia resta silencieuse, puis s'approcha et frappa simplement du poing dans le ventre. Une fois, 2 fois, 3 fois. Il se plia autant que les cordes le permettaient et commença à cracher du sang. « Assez, » dit Clava. « Il doit sentir. » Morozov pendait, respirant lourdement. Les yeux révulsés, mais la conscience tenait encore. « Datcha !» appela tante Clava. Datcha sortit de l'ombre. Dans ses mains, une lampe à pétrole, le verre retiré, la flamme régulière, jaune. Elle s'approcha lentement. Les femmes s'écartèrent. Morozov leva la tête, la vit. Dans ses yeux, une supplication. « Dash, » râla-t-il. « Ne fais pas ça, pardonne-moi, je ne voulais pas. » Dasha s'arrêta à un pas de lui, le regarda au visage. Calmement, presque indifférente. « Tu disais, supporte. J'ai supporté. Maintenant, c'est ton tour. » Elle leva la lampe, approcha la flamme de sa poitrine, là où il s'était pressé contre elle de tout son corps. La peau grésilla immédiatement, les poils s'enflammèrent, l'odeur de viande brûlée frappa le nez. Morozov hurla, se débattit si fort que la corde sur le bras droit se rompit. Il tenta de la frapper du coude. Zina rattrapa le bras, le tordit en arrière. Dasha tenait la lampe fermement. La flamme léchait la peau, laissait une trace noire, l'empreinte d'une paume. Les contours des doigts apparaissaient clairement, comme une marque. Il ne criait déjà plus, râlait. Les yeux révulsés, le corps mou. Dasha retira la lampe. « C'est fait, » dit-elle doucement. Tante Clava regarda la brûlure, hocha la tête. « Laissons-le, qu'il réfléchisse tout seul. » Elles se retournèrent, repartirent derrière les maisons. Personne ne se retourna. Morozov resta suspendu au pin, nu, avec une paume brûlée sur la poitrine, avec les orteils tordus, avec les jambes brisées, dans le froid de novembre. Au matin, on le trouva mort. Officiellement, il avait gelé, ivre dans la rue, était tombé, s'était cogné. Hémorragie des plaies. Personne ne fut surpris.
Le matin commença par le coup habituel à la porte de l'ambulatoire. Tante Clava ouvrit. Sur le seuil se tenait le grand-père Pokom, toussant dans son poing. « Dariushka, où est-elle » demanda-t-il. « La tension saute encore. » Klavdia Ivanovna le regarda calmement. « Elle n'est pas là. Elle est partie. »« Comment partie ? Où ?»« En ville pour raison familiale. » Il resta là, toussa encore une fois. « Et quand reviendra-t-elle ?»« Elle ne reviendra pas, répondit Clava. L'affectation est terminée, on l'a rappelé. » Le grand-père Pokom hocha lentement la tête, comme s'il digérait l'information. « Bon, alors donne-moi les vieux comprimés. » Clava lui donna un flacon. « Prends-en 2 et ne fume pas à jeun. » Il prit les comprimés, les fourra dans sa poche. Clava, et lui, il baissa la voix. « On l'a trouvé ?»« On l'a trouvé, » répondit-elle calmement. « Il a gelé. Il était ivre. Il est tombé près du pain. Il s'est cogné, sang des plaies. » Le grand-père Pokom la regarda dans les yeux. « Il est tombé tout seul ?»« Tout seul, » dit Clava. « Nous avons tous vu. Ivre, il est allé là où il ne fallait pas. » Il hocha la tête, comprit, se retourna et partit. Le même jour arriva un enquêteur du district, jeune, en uniforme neuf, avec un dossier sous le bras. Il entra dans l'ambulatoire. Tante Clava était assise à la table, triait des fiches. « Où est le médecin ?» demanda-t-il. « Elle est partie, » répondit Clava. « Hier soir, pour raison familiale. » L'enquêteur fronça les sourcils. « Et qui a trouvé le corps du policier de secteur ?»« C'est moi qui l'ai trouvé, » dit-elle. « Ce matin, j'ouvrais l'ambulatoire. Je vois qu'il pend au pain. Nu. Gelé. »« Nu ?» Il était ivre. Il a enlevé ses vêtements. Ça arrive. L'enquêteur écrivait. « D'autres ont vu ?»« Tout le monde a vu, » répondit Clava. « Ceux qui passaient, tous ont vu. Ivre, il est tombé, s'est cogné, sang des plaies, a gelé. » Il hocha la tête. « Compris. Et les doigts, ils sont tordus ?» Clava haussa les épaules. « Il est tombé mal. Le pain est vieux, les branches tordues. Il s'est accroché, s'est tordu les doigts. » L'enquêteur la regarda longuement. « Bon, signez le procès-verbal. » Clava signa. La main ne trembla pas. L'enquêteur fit le tour du village, demanda à Zina. « Vous avez vu ?» Zina hocha la tête. « J'ai vu. Il titubait, ivre. Puis le silence. Au matin, il pendait, chez Niura. Il était ivre, dit Niura. Il est allé tout seul, il est tombé. » Chez Baba Valia. « Il a gelé, répondit Valia. C'est de sa faute. » Tous disaient la même chose, mot pour mot, comme s'ils avaient répété. L'enquêteur resta assis à l'administration, se gratta la nuque, ferma le dossier. « Accident, dit-il à voix haute. Ivresse, non-respect des règles de sécurité. Affaire classée. » Il partit le lendemain. Dasha partit une semaine plus tard. Elle fit sa valise en une nuit, ne dit rien, laissa simplement un mot sur la table. Pour raison familiale. Document remis. Daria Mikhailovna. Tante Clava trouva le mot au matin, le lut, le plia, le cacha dans sa poche. « Intelligente, murmura-t-elle. » Le nouveau policier de secteur arriva 10 jours plus tard. Jeune, 27 ans environ. Il s'appelait Sergueï Nikolaïevitch, uniforme neuf, épaulette de sous-lieutenant. Il entra dans l'ambulatoire, retira sa casquette. « Bonjour, dit-il. Policier de secteur Sergueï Nikolaïevitch. Je vais travailler à la place de... Eh bien, à la place du précédent. » Tante Clava le regarda. « Bonjour, vous prendrez du thé ?»« Merci, je ne refuse pas, » répondait-il. Elle servit, il s'assit. « J'ai entendu dire qu'il y a eu un incident ici. » Clava hocha la tête. « Il y en a eu un ivre à geler, accident. » Sergueï Nikolaïevitch la regarda. « Et vous, qu'en pensez-vous ?»« Ce qui est écrit dans le procès-verbal, » répondit-elle. « C'est ce que je pense. » Il hocha la tête. « Compris. Alors je vais travailler selon les règles. » Il finit son thé et se leva. « Si besoin, adressez-vous à moi, la porte est ouverte. » Clava le suivit du regard. « Vous frapperez ?» demanda-t-elle pour finir. « Je frapperai, » répondit-il, « toujours. » Il sortit, ferma la porte doucement. Le même soir, Zina passa chez Clava, s'assit sur un tabouret. « Le nouveau est arrivé ?»« Il est arrivé, » répondit Clava. « Poli. » « Pour l'instant poli. »
Zina resta silencieuse un moment. « Dachka est partie ?»« Elle est partie, » dit Clava, intelligente. Zina la regarda. « Tu penses qu'elle parlera ?» Clava secoua la tête. « Elle ne parlera pas. Elle va se taire maintenant. Comme nous. » Un mois plus tard, sur la clôture de l'administration, quelqu'un gribouilla à la craie une paume de femme, simple, anguleuse. À l'intérieur, une petite flamme. Une semaine plus tard, sur la grange de Zina, la même. 2 semaines après, sur le mur de l'étable. Personne ne savait qui dessinait, mais tous comprenaient. Tante Clava vit la première marque au matin. Elle s'approcha, passa le doigt sur la ligne, sourit brièvement, des lèvres seulement. « Elle est vivante », murmura-t-elle, et alla ouvrir l'ambulatoire.